Donc, on va enregistrer comme ça ceux qui sont, ceux qui peuvent pas nous rejoindre, là, ils pourront le voir. Alors, j'admets les dernières personnes. Et donc, on va commencer. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais été déconnecté un moment. Ok, donc on commence. Donc, il y a d'autres personnes qui nous rejoindront en direct. Je vais vous mettre ça en plein écran. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ce webinaire, du coup, sur cette petite conférence sur la panification et les filières de variétés anciennes de blé, je redonne juste les petites consignes pour que ça se passe bien au niveau de tout le monde pendant ce webinaire, parce qu'on est plus d'une soixantaine de connectés, donc on est assez nombreux. Donc, pensez à bien couper vos micros quand vous ne parlez pas pour éviter qu'il y ait des interférences. Et puis, pensez aussi à bien… pensez aussi à couper vos caméras. Donc, merci à tous d'être ici. Donc, on fait cette petite réunion. Donc, je vais vous expliquer le contexte local dans lequel on fait cette réunion. On le fait à l'initiative d'Agribio 04, qui est le groupement des agriculteurs bio des Alpes d'Haute-Provence que je représente. Et puis, on le fait aussi avec le Parc naturel régional du Luberon, qui est notre partenaire sur ce projet. L'École internationale de boulangerie, donc Thomas Teffry-Chambellan, qui interviendra tout à l'heure. Et puis, le Stéphane Pichard, donc les Moulins Pichard, qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, des meuniers bio qui sont situés vers Digne-les-Bains dans le 04. C'est un projet qui est financé par les fonds FEADER, là, qui sont des fonds européens. C'est la diapo. Donc, juste pour vous présenter un petit peu le programme, on va pas faire des présentations de tout le monde puisqu'on est très nombreux, mais je vais vous dire un petit peu qui est autour de la table quand même. On va parler de variétés anciennes, donc juste repréciser ce qu'on appelle variété ancienne, un petit peu de définition pour être un peu d'accord sur ce sur quoi on parle. Et puis après, je vous dirai deux mots sur le pourquoi en fait de cette réunion qui est centrée sur… le prétexte, c'est vraiment la région PACA et en particulier la zone Luberon-Lure, même si parmi les gens qui sont là aujourd'hui, il y a des gens d'un petit peu partout. Voilà. Pardon. On donnera ensuite la parole à Stéphane Pichard donc sur le meunier, sur cette filière en construction de variétés anciennes. Et puis, la parole ensuite à Thomas sur l'approche plutôt panification de ces variétés. On est vraiment donc dans un premier rendez-vous assez généraliste. Hein, donc, évidemment, on ne va pas, en une heure et demie, on ne va pas rentrer dans un détail fou des techniques de panification, mais c'est vraiment pour poser les bases d'un rendez-vous et d'autres rendez-vous suivront par la suite. Alors, juste un petit peu de définition sur ce qu'est une variété ancienne. Il y a plein de… Juste pour qu'on se mette à peu près d'accord. Et pour définir une variété ancienne, on va d'abord définir ce que c'est qu'une lignée pure, donc les variétés qu'on dit modernes, hein, le terme est un petit peu abusif, mais une lignée pure d'un point de vue génétique, ça se définit par trois règles. Donc, quand on parle de variété de lignée pure, ces trois règles, c'est des critères qu'on appelle DHS, distinction, homogénéité et stabilité. Donc, c'est des variétés qui sont inscrites dans un catalogue. Vous avez en France un catalogue officiel des variétés qui doivent suivre ces trois critères, donc distinction, homogénéité, stabilité. Distinction, ça veut dire que n'importe quelle variété qui est présentée au catalogue doit être différente des variétés qui existent déjà dans le catalogue. Donc, il faut que l'obtenteur, quand il présente une nouvelle variété, il prouve cette distinction. Homogénéité, ça veut dire que tous les individus qui composent cette variété, donc en somme tous les épis de blé, doivent être identiques les uns les autres, donc ils comportent tous la même information génétique. Et puis stabilité, ça veut dire que la variété doit être stable dans le temps, c'est-à-dire que quand l'obtenteur présente la variété, quand il la met sur le marché, par exemple en 2019, celle qu'il va mettre en 2020 sur le marché, ça doit être la même.
Donc ça, c'est la définition de ce qu'on appelle les variétés, les lignées pures. Et si vous voulez, les variétés anciennes, ou alors il y a plusieurs termes derrière, il y a soit des variétés population, soit des variétés anciennes, soit des variétés paysannes. On va les définir un petit peu en creux ou en différentiel par rapport aux lignées pures. Il y a 3 types de définitions. Vous avez les variétés population. Grosso modo, on n'a pas ces critères distinction, homogénéité, stabilité. C'est-à-dire que les variétés, elles sont tous les individus qui composent ces variétés, tous les épis de blé, ils vont être tous différents, par exemple. Et puis d'une année sur l'autre, on n'aura pas exactement la même population qui va s'exprimer différemment en fonction du terroir, en fonction des semences, etc. Donc ça, c'est la définition de variété population, qui a une base génétique comme définition. Après, vous avez une autre définition qui peut être celle des variétés anciennes. Alors, les variétés anciennes, c'est une définition plus subjective, hein, parce que on place des repères dans le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout est une question de point de vue. Pour certains, il y a des variétés anciennes qui sont modernes et d'autres. Donc, c'est un terme qui parle bien aux consommateurs, qui raconte bien l'histoire de la sélection, si vous voulez. Donc, c'est globalement, dans l'esprit des gens, c'est beaucoup justement des variétés population sélectionnées avant-guerre, etc. Mais voilà, c'est une définition qui est floue. Et puis sinon, vous avez la définition de variétés paysannes, qui, elles, sont… Donc, vous avez une définition définie par le réseau Semences Paysannes, qui est un réseau qui fédère un petit peu tous les acteurs qui s'occupent de ces questions-là. Les variétés paysannes, ce sont des variétés qui sont issues de la sélection d'agriculteurs pendant de nombreuses générations, soit en sélection massale, c'est-à-dire que les agriculteurs choisissent les plus beaux épis, puis les ressèment les années d'après, soit en pollinisation libre, c'est-à-dire avec des potentiels croisements entre les variétés. Voilà. Donc tout ça pour dire que vous avez, en gros, si on veut simplifier un petit peu les choses, vous avez les lignées pures qui sont bien définies génétiquement, distinction, homogénéité, stabilité, et puis après vous avez les variétés population, les variétés anciennes, les variétés paysannes. Tout ça, c'est un peu le même bloc, même si vous voyez qu'il y a des différences d'approche selon les définitions. Alors, une fois qu'on a… Et donc, souvent, d'ailleurs, les producteurs, enfin, en tout cas, les producteurs, nous, de notre groupe, préfèrent parler plutôt de variétés paysannes que de variétés anciennes, tout simplement parce que les variétés paysannes, ça met en valeur le travail des agriculteurs, le travail des paysans, et ça met en valeur le lien entre des variétés, des manières de cultiver, des manières de commercialiser, des manières de transformer et un terroir. Alors que les variétés anciennes, c'est un terme qui, des fois, fait un peu plus débat parce que les variétés paysannes sont, elles aussi, actuelles puisqu'elles sont toujours utilisées actuellement. Alors, que je vous dise quand même 2 mots sur pourquoi on fait cette réunion et dans quel contexte on fait cette réunion. On fait cette réunion donc avec le parc du Luberon, avec lequel on a un projet de développement de filière depuis maintenant assez longtemps, justement, porté sur les variétés anciennes, et en s'inspirant de la charte du parc du Luberon, qui est très centrée sur la protection de la biodiversité et les enjeux de développement de l'agriculture de manière durable, et avec un historique que vous connaissez peut-être, qui est celui du blé meunier d'Apt, qui a été, en gros, qui est une variété qui a été remis au goût du jour par des agriculteurs, notamment Pierre Châtel et Gérard Guyot, dans les années 80, qui ont remis au goût du jour cette filière, et puis cette variété, et sur laquelle il y a eu une filière qui s'est montée ensuite dans les années 2000, et puis qui a fonctionné avec un certain nombre de limites aussi, notamment logistiques sur cette filière, sur lesquelles on ne va pas s'appesantir. Mais voilà, il y a tout cet antécédent. Et devant un petit peu l'essoufflement de la dynamique du blé meunier d'Apt, les producteurs nous ont, quand je dis nous, c'est à Agribio 04 et au parc, les producteurs nous ont demandé de travailler sur les variétés paysannes, justement, et de retravailler sur les variétés en 2013-2014, avec un cahier des charges qu'on a écrit avec les producteurs, qui était de dire il faut identifier des variétés paysannes qui soient adaptées au terroir. Donc, quand on dit terroir, on parle de la nature des terres,
Est-ce qu'on a des terres maigres? Est-ce qu'on a des terres riches? On parle évidemment du climat. Hein. On est en région PACA, donc dans un climat très particulier et un territoire très sensible au changement climatique. On parle d'agriculture biologique, donc il faut que ce soit des variétés qui soient adaptées aux conditions de production de l'agriculture biologique. Il faut que ce soit des variétés qui soient évidemment mécanisables. Et puis, il faut que ce soit aussi des variétés peu appétantes pour les sangliers, puisque les sangliers sont des ravageurs très importants des cultures. Donc, plutôt des variétés avec des barbes sur l'épi, puisque les sangliers préfèrent quand il n'y a pas de barbe sur l'épi, évidemment, c'est plus confortable. Il faut que ce soit évidemment des variétés qui soient panifiables, d'intérêt nutritionnel et gustatif. Donc, c'était ça un petit peu le cahier des charges, on peut dire ça comme ça, que les producteurs on a fixé avec les producteurs pour retravailler la question variétale et la question de la sélection variétale en Provence. Et donc, on a lancé un projet en 3 niveaux, comme vous le voyez ici, hein, avec des essais en micro-parcelles chez des producteurs bio, où on a testé chaque année depuis 2014 entre 20 et 30 variétés différentes tous les ans pour identifier de manière très précise leur comportement agronomique. Donc ça, c'était à un seul endroit. On a fait des essais aussi chez les agriculteurs pour démultiplier un petit peu les conditions de production, parce que les producteurs n'ont évidemment pas tous les mêmes pratiques, ils n'ont évidemment pas tous les mêmes sols, le même matériel, etc. Et puis, on a fait des tests de panification, d'analyse sensorielle et nutritionnelle aussi de ces blés et des pains issus de ces blés. Voilà. Donc évidemment, tout ça, ça a pris du temps. Je vous montre quelques photos. Donc ça, c'est des photos de notre plateforme d'essai une année. Vous voyez que vous avez des toutes petites micro-parcelles qui sont répétées pour avoir de la précision dans les résultats, mais toutes les variétés sont mises dans les mêmes conditions. Ça, c'est la même chose vue du dessus. Et puis, ça, c'est des photos des visites et puis des photos des récoltes de ces blés. Voilà. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail de cette étude parce que l'objectif, ce n'est pas agronomique, ce n'est pas de faire un exposé agronomique sur les résultats, mais simplement pour vous dire que chaque variété, chaque groupe de variétés, les modernes ou les paysannes, ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les variétés, globalement, si on veut caricaturer un petit peu les choses, les variétés anciennes, les variétés paysannes sont généralement moins productives, mais ont généralement des taux de protéines plus élevés. Et par contre, elles ont une hauteur en paille plus importante, elles sont plus aptes à concurrencer les mauvaises herbes. Et puis après, au niveau gustatif, c'est à vous, boulanger, de prendre la parole là-dessus. Ce qu'on a fait quand même, et ce qu'on a vu d'un point de vue plutôt nutritionnel dans des tests d'analyse sensorielle qu'on a fait avec l'ITAB, c'était que les blés cultivés en région PACA, notamment les blés anciens, les blés paysans, présentaient systématiquement dans le pain des arômes caractéristiques d'épices, de cannelle, donc qui est une caractéristique assez forte de ce qui ressort des pains des boulangers ou des paysans boulangers en région PACA, donc avec un effet supposé du terroir, évidemment, sur cette question-là. Et peut-être aussi des variétés. Voilà, et puis j'en termine avec quelques photos de blé. Hein, ça vous montre la diversité des blés qui sont cultivés. Donc la C7 de Provence, qui est un blé local de Provence. Vous avez la Bladette de Provence aussi. Vous avez le Barbu du Roussillon parmi les blés locaux. Le Corazan, donc qui n'est pas originaire de Provence, vous connaissez. Le Florence Aurore aussi, qui est… Alors, il y a débat à savoir si c'est un blé ancien, un blé moderne, anciennement moderne, modernement ancien. Voilà, mais ça fait partie de ce qui se cultive. Donc, des blés avec des aspects à chaque fois très différents. Au final, où on en est de ce projet? Donc, on a des résultats techniques qui sont adaptés à notre contexte régional au niveau agronomique. Donc, ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est dans une démarche, on va dire, collaborative, où les agriculteurs, les acteurs du développement agricole, les meuniers, les stockeurs, les boulangers, tout le monde a été mis autour de la table pour construire la filière, puisqu'on en est au moment où on en est au moment de la construction de la filière et de faire le lien entre l'agronomie et la panification.
Donc aujourd'hui, les résultats agronomiques, c'est à peu près calé, hein, c'est-à-dire qu'on a identifié les variétés paysannes qui pouvaient s'inscrire dans une filière avec les agriculteurs. Les variétés, les, les, la partie panification, elle est toujours en cours, hein, ça c'est encore jamais trop fini, mais il y a aussi pas mal de résultats sur la panification de ces variétés-là et la caractérisation notamment nutritionnelle de ces variétés-là, puis sensorielle. Aujourd'hui, on en est vraiment à la partie filière, c'est-à-dire comment on construit la filière, puisqu'on a, historiquement, c'était évidemment les paysans boulangers qui avaient démarré la filière, et aujourd'hui, les meuniers, donc les deux meuniers avec lesquels on travaille, donc le moulin Pichard et le moulin de Grance, donc Philippe Monteau à Grance dans les Bouches-du-Rhône, qui nous font remonter des demandes des boulangers sur un approvisionnement en variétés paysannes ou en variétés anciennes locales. Donc, on a construit une charte qui essaye de, de mettre en lien un petit peu tous les acteurs pour que finalement la filière fonctionne bien et qu'il y ait des bonnes relations, donc des engagements des agriculteurs, des niveaux de rémunération de leur travail et de leur production de blé, des engagements des meuniers et puis quelques engagements des boulangers. L'objectif de tout ça, et c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement, l'objectif de tout ça, c'est de mettre en place une marque, au-delà de la charte que je vous ai présentée, c'est de mettre en place une marque de pain et de farine bio à base de variétés paysannes, de variétés anciennes de Provence. Donc, on est en train de construire cette stratégie-là avec tous les acteurs intéressés. Donc, ça veut dire évidemment de la communication, mais l'organisation de la filière, donc l'approvisionnement en variétés, ce sur quoi on travaille. Donc, vous avez plein d'agriculteurs qui sont en train de multiplier des blés, de les cultiver pour ensuite soit les distribuer à d'autres agriculteurs pour que ça fasse tache d'huile, soit pour les vendre à des meuniers. Et puis ensuite des boulangers. Donc, c'est l'objectif de cette réunion-là, c'est de discuter vraiment sur les aspects boulangerie de ces variétés. Voilà, bon, ça a été assez rapide, hein, évidemment, puisque l'objectif, ce n'est pas de vous faire un exposé très, très détaillé sur cette filière-là, mais c'est que vous en compreniez le contexte. Et l'objectif de la réunion, c'est non seulement de comprendre le contexte, et après, avec les boulangers qui sont partants, donc essentiellement les boulangers de Provence, mais il y a des gens d'un petit peu partout là aujourd'hui qui nous ont rejoints, mais la dynamique, elle est localement provençale. Après, c'est très, très bien d'avoir des échanges avec tout le monde un petit peu partout. C'est de construire cette filière localement. Voilà pour la présentation très rapide un petit peu de la filière. Je vais passer la parole à Stéphane Pichard, donc notre meunier, si Stéphane, tu nous entends. Je ne sais pas, et si tu peux réactiver ton micro, du coup, Stéphane, juste simplement pour nous faire part de ton point de vue de meunier sur cette filière naissante. Alors, je ne sais pas si Stéphane nous entend. Je vois qu'il y a une question qui a été posée, ou une remarque, sur la contamination au mélilo là, de Thomas. Je pense que tu fais référence au goût des variétés, au goût épicé des pains là, qui a été caractérisé par l'ITAB. Alors effectivement, en fait, l'ITAB, ils font des tests d'analyse sensorielle avec des groupes de boulangers ou de paysans boulangers un petit peu partout en France. C'est des épreuves qu'ils appellent de napping. Donc, en fait, c'est comme si on dégustait du vin, sauf que c'est du pain. On goûte le pain et on essaye de faire ce qu'on appelle des moissons de descripteurs, donc de dire à quoi nous fait penser le goût du pain, ou de rapprocher, quand on a différents pains, de les rapprocher en disant tiens, ce pain-là, il a un goût proche de tel pain, il est plutôt acide, il est plutôt épicé, etc. Et la partie aromatique, là, épicée des pains de Provence, donc c'est l'ITAB qui nous l'a souligné en disant tiens, quand on fait le même genre d'exercice, la partie épicée, là, le goût épicé, il n'est pas autant prononcé dans d'autres régions de France. Donc, il y a plusieurs hypothèses
face à cela. Il peut y avoir effectivement l'hypothèse du mélilo, qui est une graine de mauvaise herbe qu'on retrouve fréquentiellement dans les champs bio, qui pourrait expliquer en partie ça. Et puis, il peut y avoir aussi un effet terroir avec, pourquoi pas, le terroir qui peut, et notamment notre climat assez sec, qui est caractéristique des printemps secs en Provence, qui peut agir aussi comme exhausteur de goût. Tout ça, c'est évidemment que des hypothèses et qu'il faudrait vérifier. Voilà, donc continuez, si vous avez des petites questions à poser, là, continuez d'utiliser le chat qui est sur votre écran. J'ai essayé de redonner la parole à Stéphane s'il est connecté avec nous. Je ne sais pas, Stéphane, si tu es là. Bon. Et sinon, je donne la parole à Thomas, du coup, en attendant. Donc de l'École internationale de boulangerie. Thomas, si tu veux reprendre la parole pour nous dire quelques mots, évidemment, sur la panification de ces variétés-là et un petit peu retour d'expérience. Ok, bonjour à tout le monde. Pour prendre la suite de ce que Mathieu vient de dire, je pense qu'effectivement, à ce stade, il y a un travail agro qui a été accompli, un travail agronomique assez important. Et aujourd'hui, ce qui semble important, c'est que ça soit justement les boulangers qui reprennent le relais pour arriver à consolider ces filières. C'est-à-dire qu'on sort des phases de multiplication de ces variétés anciennes, en tout cas localement. Et donc aujourd'hui, les volumes, on en parlait avec Mathieu tout à l'heure, les volumes attendus sur cette année seront d'une centaine de tonnes. Donc ce n'est pas énorme, mais ça permet quand même déjà d'y voir un peu plus clair qu'il y a quelques années. Et maintenant, donc, c'est important que les boulangers puissent finalement s'approprier ces variétés, les panifier et les proposer aux clients. Donc, je pense qu'il y a un assez gros travail à faire maintenant de notre côté, du côté boulange et du côté clientèle. La question en fait qui se pose, c'est pourquoi on fait tout ça. Parce que c'est un des échecs qui a été mentionné au départ sur les blés meuniers d'Apt. C'est-à-dire que les blés meuniers d'Apt, donc début de culture il y a une vingtaine d'années, on va dire, c'est une filière qui a jamais réussi à démarrer vraiment. Et notamment, je pense, parce que la partie boulange et la partie client, finalement, n'y trouvaient pas vraiment leur compte. Alors aujourd'hui, on a quand même des idées un peu plus claires. Euh, pour moi, d'un point de vue boulange, ce qui compte pour nous. Il y a d'abord un aspect patrimonial, c'est-à-dire on a des variétés qui sont dites anciennes, on pourra revenir sur ce terme-là tout à l'heure. Il y a une notion de patrimoine génétique, à mon avis, qu'il est notre devoir de préserver. Et donc ça, effectivement, les agriculteurs le font, mais ils ne peuvent pas le faire s'il n'y a pas de transformation derrière, parce qu'ils ne vont pas cultiver des blés pour rien. Donc ça veut dire qu'on fait partie, nous les boulangers et les clients aussi, de cette fonction de sauvegarde d'un patrimoine génétique. C'est-à-dire que si on utilise ces blés, il y a toutes les raisons de continuer de les cultiver. Donc ça, c'est plutôt une démarche qui est une démarche militante, parce qu'au-delà de la satisfaction et de l'engagement intellectuel de préserver des variétés anciennes et un patrimoine génétique, finalement, ni les boulangers ni les clients ne se rendent compte forcément de l'intérêt qu'il y a à faire ça, au-delà de la démarche militante. Après, il y a une fonction qui est agronomique, c'est-à-dire ce qu'a évoqué Mathieu. Est-ce qu'il y a des variétés qui sont plus adaptées localement que d'autres ? Donc ça, très probablement, c'est-à-dire qu'il y a des variétés qui sont ici en Provence plus résistantes au stress hydrique que des variétés qui sont cultivées dans l'est de la France, par exemple, ou dans le nord de la France. Et donc ça, effectivement, ça c'est une démarche qui est plus une démarche, encore une fois, agricole. Le client qui achète son pain, savoir si la variété elle est résistante ou pas, finalement, c'est pas tellement son propos. Donc en fait, tant qu'on reste sur ce giron-là, on touche uniquement des clients qui sont dans des démarches militantes. Et même si on travaille à peu près tous, là, tous les gens qui sont en ligne, même si on travaille à peu près tous en bio, même si on travaille à peu près tous au levain, c'est-à-dire qu'on a des clientèles qui sont engagées dans ce type de démarche, ce n'est pas le cas de 100% de nos clients, en fait. Donc, il faut quand même, à mon avis, que les clients arrivent à trouver autre chose dans ces pains, d'un point de vue aromatique peut-être, d'un point de vue nutritionnel, pour arriver à mettre en avant un petit peu ces variétés. Si on reste que sur des éléments de type militant, on a du mal, à mon avis, on a du mal à agglomérer suffisamment de clientèle et donc on a du mal à faire vivre ces filières.
À mon avis, c'est un des écueils qui a conduit un peu aux problématiques sur la filière blé meunier d'Apt, c'est que finalement, en bout de chaîne, c'est-à-dire côté client puis côté boulanger, on n'a pas trouvé cet intérêt. Alors ça, c'est des choses qu'on va pas évoquer complètement ici. La notion d'arôme, à mon avis, les goûts de cannelle qu'on retrouve ici en Provence de temps en temps, mais que je retrouve moi aussi en Californie sur des blés bio, etc. Enfin moi, tous les arômes forts d'épices que j'ai rencontrés dans ma vie étaient toujours liés à du mélilo. Donc on va dire ça va nous amener sur des problématiques de qualité, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des variétés paysannes, sur des variétés population, sur des variétés anciennes, mais tant qu'on n'arrive pas à avoir un cahier des charges de qualité suffisamment construit, ben, on peut raconter un peu tout n'importe quoi. Finalement, on ne sait pas trop où on en est. Donc, ça va nécessiter, si on engage une filière avec voilà, des centaines de boulangers qui travaillent et des milliers de clients derrière qui consomment, finalement, ça nous pousse à avoir un niveau d'exigence qui est un petit peu supérieur. Et donc, quand on aura effectivement des trieurs à graines rondes, des tables densimétriques et tout ce qu'il faut pour faire des blés propres, alors on pourra dire effectivement si les blés ont un goût particulier ou pas. On a un autre effet sur les arômes qui est lié à la mouture. Donc ça, c'est des choses qu'on constate avec Stéphane, qui est en ligne, hein, on n'entend pas son micro, mais il est en ligne pour l'instant. J'échange avec lui par ailleurs. Donc Stéphane Pichard, on a cette discussion ensemble actuellement, notamment sur le petit épeautre. On n'a pas vraiment d'effet terroir aujourd'hui sur le petit épeautre localement, puisque en gros, beaucoup du petit épeautre du département est cultivé sur un giron d'une dizaine de kilomètres, 10-20 kilomètres. Et par contre, on a des grosses différences d'arômes après mouture. Donc là, on peut aussi incriminer l'oxydation en mouture. Et c'est vrai que quand on a des moutures qui sont très oxydantes, eh ben, on a probablement une perte d'arôme. Et donc, sur la notion d'arôme d'un blé, il faudrait pouvoir comparer le blé avec des moutures différentes, sur cylindre, sur meule, avec des petites meules, des grosses meules, est-ce qu'il y a du transport pneumatique, est-ce qu'il n'y en a pas, etc. Finalement, pour arriver à cadrer, est-ce que les arômes viennent du blé ou est-ce que les arômes viennent du process de production derrière. Donc là, il y a encore une fois des notions de qualité. Je pense qu'il faut qu'on pousse un petit peu pour savoir de quoi on parle plus précisément. Après, un des points qui est mis en avant systématiquement par les clients, par les médias et du coup par les boulangers, c'est les aspects digestibilité. Donc les variétés anciennes seraient plus digestes que les variétés modernes. Alors sur ce point, c'est pareil, c'est un très long sujet. Je pense qu'on fait souvent référence aux qualités du gluten. C'est vrai que les variétés modernes sont sélectionnées principalement pour leur qualité en gluten et pour leur rendement. Ce qu'on constate sur les variétés modernes et anciennes, c'est qu'on n'a pas des grandes différences de quantité de gluten dedans. On va passer de 11-12% de protéines à 13-14%, mais ce n'est pas des changements monstrueux. Ce qui change beaucoup, c'est la nature des gluten, notamment leur poids moléculaire, c'est-à-dire leur capacité à se réticuler pour former des réseaux de gluten de plus en plus structurés. Les variétés anciennes ont donc dans l'ensemble des gluten de poids moléculaire un petit peu plus faible, donc une réticulation un petit peu moindre, ce qui leur conférerait une meilleure digestibilité. Je mets du conditionnel partout, puisqu'aujourd'hui, on n'a à peu près aucune étude scientifique sérieuse qui concerne des populations suffisantes qui prouverait finalement que ces variétés anciennes sont plus digestes que les autres. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'expériences individuelles. En ligne, on a pas mal de gens qui font ces expériences-là. Je pense à Gilles Aubertin à Grenoble qui nous écoute là, etc. Donc, qui ont des expériences personnelles auprès de leurs clients et qui se rendent compte que certains clients ont moins de problèmes de digestion avec certains blés qu'avec d'autres. Mais on n'a pas d'études aujourd'hui globales, scientifiques, sur des échantillons suffisants qui permettent de le montrer. Donc, encore une fois, une certaine prudence pour voir d'où viendraient ces meilleures digestibilités. En tout cas, c'est un des axes qui nous pousse aussi aujourd'hui à travailler sur ce type de variété. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une notion plus locale, c'est-à-dire une notion écologique un peu globale, qui est de dire si on peut cultiver localement et écraser et panifier localement, ça fait beaucoup de sens. On s'en rend compte aujourd'hui, particulièrement dans la crise qu'on traverse. Et donc, le fait de relocaliser les cultures, et donc nécessairement avec des variétés plus adaptées à chaque terroir, c'est quelque chose d'intéressant.
du coup, aussi l'idée d'une réunion comme ça, même si on parle aujourd'hui d'une filière PACA, c'est intéressant que nos amis suisses, belges, polonais, etc. soient aussi en ligne aujourd'hui, parce que finalement, toutes ces initiatives qui sont des initiatives locales peuvent se renforcer, et on a dans les échanges comme aujourd'hui ou dans les échanges qui vont venir, finalement beaucoup d'informations à exploiter les uns les autres. Qu'est-ce que vous avez fait en Belgique? Qu'est-ce que vous avez fait en Suisse? Qu'est-ce qu'on fait en PACA? Finalement, comment vous arrivez à monter vos filières, comment on arrive à monter les nôtres. Et donc là-dessus, on a beaucoup d'échanges. Même si nos blés vont pas voyager sur des milliers de kilomètres, nos informations peuvent nous aider les uns les autres. Voilà, donc ça c'est pour la notion de contexte, c'est-à-dire pourquoi on fait ces démarches-là. Et je pense que tant qu'on n'arrive pas à identifier clairement pourquoi on le fait, c'est-à-dire tant qu'on reste dans un acte très militant ou très marketing, finalement, on a du mal à faire développer, à faire décoller ces filières de manière pérenne, parce qu'on est toujours sur un peu un effet de souffle qui démarre et en fait, on ne sait pas exactement où ça va. Donc, pour arriver finalement à mettre des mots un peu précis sur ces choses-là, ça va nous demander pas mal de travail, ça va nous demander des critères de qualité, ça va nous demander de savoir si les variétés ont du goût ou pas. Pour ça, il faudra les trier proprement. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail-là, on aura du mal à aller plus loin. Donc aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on se parle aujourd'hui, c'est qu'on est presque une centaine là, de professionnels finalement qui transformons des blés régulièrement. Et je pense qu'un des points forts, c'est d'arriver à s'engager sur des volumes. C'est une problématique qui a déjà été évoquée à l'école, c'est-à-dire pouvoir dire, OK, moi, en tant que boulanger, je m'engage sur un certain volume à l'année, même s'il est petit, hein, ça peut être 500 kilos, 1 tonne, 2 tonnes ou moins, enfin, ce qui permet d'avoir une visibilité, de savoir d'un point de vue agricole localement qu'est-ce qui est remis en culture chaque année et qu'est-ce qui est transformé. Ça permet à Philippe Monteau ou à Stéphane Pichard de pouvoir s'engager sur des écrasements, de fixer des prix. Et donc, au final, ça permet de structurer cette filière. Alors, il semble qu'il y a un petit problème technique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous partager sa vidéo là. Et comme j'ai pas la main dessus, si vous pouviez arrêter les partages de vidéos, attendez, j'ai essayé de faire. Continue, hein, Thomas, mais je m'occupe du Oui, problème technique. ok. D'accord. Donc, l'idée, au-delà du pourquoi on le fait, et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir réfléchir, c'est comment on le fait. Donc, dans les comment, à mon avis, il y a cette notion d'engagement sur les volumes, ce qui va nous permettre, en fait, à tous, en tant que boulanger, de pouvoir dire, OK, on fait des essais et on va pouvoir, au final, mettre ces produits à la gamme dans nos magasins ou sur nos marchés. Parce que tant qu'on n'a pas non plus une certitude de pouvoir être approvisionné de manière un petit peu stable sur la durée, c'est compliqué pour nous de développer des produits et de les proposer à la clientèle tant qu'on n'a pas l'assurance de pouvoir les commercialiser un peu durablement. Donc, et du coup, cet engagement de volume, il a une contrepartie, c'est qu'on a besoin aussi de qualité. On a aussi besoin de qualité du coup d'un point de vue production agricole et d'un point de vue meunerie. Donc, pour ça, on a besoin de fixer un certain nombre de critères qualité. Et là, Mathieu, quand tu auras récupéré l'écran pour tout le monde, je veux bien que tu partages éventuellement les quelques documents d'analyse des variétés anciennes. Ouais. Comme ça, je peux en parler un petit peu avec quelques chiffres sous les yeux. Alors, tac. Pour l'instant, on a un écran qui est partagé, mais qui… Voilà. Donc, c'est le tableau Excel hein, que j'ouvre. Ouais, voilà celui-là. Très bien, ouais. Voilà. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner une petite idée. Ce sont des analyses qu'on a fait il y a quelques semaines sur des variétés cultivées localement. Donc, on en a pris 3. Hein. Il y a un barbu du Roussillon, un rouge de Bordeaux et une touzelle de Nîmes. Donc, d'un point de vue protéines, vous voyez qu'on est entre 11 et un petit peu plus que 12, c'est-à-dire que ce sont des blés panifiables à peu près corrects. On a des hélénies qui sont à peu près dans la norme, un petit peu en dessous de 30 ou un petit peu au-dessus. Des gluten index sur le barbu du Roussillon qui sont corrects et des temps de chute donc qui vont marquer l'activité amylasique qui sont
un peu haut, mais qui reste finalement totalement panifiable sans correction. Et dessous, donc ça, c'est des analyses de labo qu'on peut systématiser parce que finalement, c'est pas très compliqué de faire ces analyses. Et dessous, on a des essais de panification qui ont été faits à l'école. Alors, j'ai pas mis les photos, j'ai pas mis l'ensemble des analyses. Je vous en montrerai d'autres juste après. Juste, j'ai retenu les taux d'hydratation pour montrer qu'en fait, ces variétés, même si elles n'ont pas des taux de protéines extraordinaires, hein, on n'est pas sur des blés de force, on a des hydratations qui sont tout à fait correctes, c'est-à-dire on est en gros entre 80 et 90% d'hydratation au levain, bien sûr, sur des pâtes assez classiques. Donc, l'ensemble de ces 3 blés là, cultivés localement ont donné des beaux résultats de panif. D'un point de vue analyse, je laisserai Stéphane en parler, mais on est sur des choses relativement correctes, sachant que ce sont des blés qui ne sont absolument pas corrigés. Donc, on a des choses qui sont pas mal. Après, je peux vous montrer un autre type d'analyse qu'on a fait. C'est le tableau d'après, Mathieu. J'ouvre. Oui. Donc ça, jusque-là, c'était des variétés pures. Après, on a fait des analyses sur un autre mélange qu'on a appelé le mélange Bolo, donc qui est issu de la collection de Jean-François Bolonini, qui est un grand cultivateur et un grand conservateur de blé, qui a fait un travail remarquable. Ce mélange, alors je ne sais pas s'il est issu directement de sa collection ou s'il a transité par d'autres fermes, etc. Mais au final, ce qu'on a reçu nous, on fait des tests de panification qui ont cette tête-là. Donc tu peux remonter tout en haut du tableau, s'il te plaît, Mathieu. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça a été testé le 22 janvier. Donc c'est un blé qui a été écrasé au moulin Pichard. Vous avez les analyses avec donc 12 de protéines, un temps de chute à 350 et un gluten index à 77, donc un gluten index très faible. Et donc là, on sait tout de suite au niveau des analyses qu'en fait, ce mélange de blé, il a un problème parce que des gluten index aussi bas indiquent finalement une problématique sur le gluten. Donc on l'a quand même panifié. On a les résultats dessous. C'est quelque chose qui s'est hydraté assez peu, donc on est à moins de 75% d'hydratation. Vous le voyez sur le tableau dessous, la case verte. Donc on est sur des taux d'absorption d'eau qui sont assez faibles et des très forts relâchements. Donc au final, vous avez vu la photo du pain, on a des pains assez plats. Donc là, ça veut dire que soit on a des blés qui sont extrêmement faibles dans le mélange, soit on a des contaminations qui peuvent venir aussi de l'extérieur. Donc avant d'incriminer le mélange de blé, là-dessus, on peut aussi dire qu'on a peut-être des contaminations avec des punaises, notamment quand on a des punaises qui attaquent les récoltes au stade laiteux. On a des injections via la salive des punaises de protéases dans le blé qui vont se retrouver dans la farine. Et donc derrière, on a des farines extrêmement faibles qui montrent des relâchements très forts. Alors, ça, par exemple, cet essai qui n'est pas concluant, en fait, on va dire ce mélange qu'on a eu, il n'est pas terrible. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire est-ce que c'est le mélange de blé qui n'est pas top ou est-ce qu'il y a eu un problème en culture. Donc là-dessus, il va falloir remonter sur les grains, faire une analyse des grains pour voir est-ce qu'ils sont piqués par des punaises ou pas, etc. etc. Donc, vous voyez qu'en fait, l'analyse, elle nécessite quand même un petit peu de travail. Elle nécessite aussi un peu de compétences. Et pour ça, je pense qu'on a besoin d'être plusieurs, c'est-à-dire à la fois des testeurs, des boulangers qui testent des variétés et qui sont capables de faire remonter des informations, et puis à la fois des labos ou des gens dont c'est le boulot. Donc nous, c'est un petit peu notre travail à l'école de faire ce genre de tests. Et c'est aussi le travail des meuniers, donc Montaut, Pichard, de faire des tests en labo. Et je pense qu'à tous, on est capable finalement de faire évoluer le propos, mais si on le fait de manière un petit peu sérieuse. Et pour le coup, et je m'arrêterai là pour cette introduction, j'ai l'impression finalement aujourd'hui qu'on navigue dans beaucoup d'empirisme, parfois un peu d'amateurisme finalement sur les tests qui sont faits sur les variétés, c'est-à-dire que je pense qu'on a un très bon travail au niveau agro et d'un point de vue boulange, jusque-là, on a des tests un petit peu tous azimuts, c'est-à-dire qu'on compare parfois des tests de panification avec des méthodes de boulangerie qui marchent pas forcément très bien, avec des gestions de levain qui sont parfois un peu abracadabrantes. Et finalement, on tire des conclusions alors que les process peuvent être mis en cause à chaque fois. Donc, pour arriver à tirer des conclusions sur la qualité des blés et ce qu'on attend, nous, en tant que boulanger sur les blés, je pense qu'on doit
rentrer dans des process un petit peu plus cadrés sur l'analyse des blés, sur l'analyse des farines et sur les mises en œuvre. Et une fois qu'on aura des protocoles comme ça qui fonctionnent un peu, on aura plus de facilité à échanger les uns avec les autres et à se faire une idée de la qualité réelle finalement des mélanges de blé. Donc ça, c'est un peu nous à l'école, on est tout à fait disposé à le faire. On fait des tests assez régulièrement. Donc on peut faire des tests et partager en fait sur un réseau de gens qui seraient intéressés des fiches de contrôle telles qu'elles sont présentées là. Et puis si d'autres personnes veulent le faire ou mettre en œuvre d'autres types de protocoles de planification, ben, je pense que ça fait avancer finalement la problématique plus rapidement. Voilà. Donc ça, c'est une première approche. Je pense qu'après, si Stéphane a récupéré son micro, il peut nous donner aussi sa vision de meunier. Et puis après, on peut répondre à des questions aussi s'il y en a. Ouais. Voilà. Alors, j'ai vu que Stéphane s'était connecté aussi, je crois, via ordinateur. Est-ce que Ouais, tu... là, vous devez m'entendre ce coup-là, non? On t'entend, oui. Ah, vous m'entendez. Bon, ben, bonjour à tous, puisqu'on n'est pas entendu jusqu'à maintenant. Ben, écoutez, moi, c'est vrai que je rejoins vraiment les informations que Thomas vient de donner. La première des choses qui est importante à mes yeux, c'est même si on parle de blé de population, de variétés paysannes, c'est en fait avoir la certitude de ce qu'on sème et pour nous en tant que meunier de ce qu'on achète. J'ai pu voir sur d'autres céréales comme le Corazan en 4-5 ans en fait une dérive assez importante de la pureté des grains qu'on était capable de rentrer. Alors c'est facile sur du Corazan parce que c'est un gros grain, il est vitreux, on arrive à le différencier assez facilement avec d'autres variétés de blé. Par contre, moi personnellement, arriver à reconnaître un blé tendre ancien, enfin un rouge de Bordeaux, un meunier d'Apt ou d'autres blés plus récents, je suis pas capable. Et je pense qu'on a déjà un travail vraiment important à faire dès le départ sur les qualités de grains, enfin en tout cas sur la pureté des grains qu'on veut semer, sur leur suivi, pour pas avoir d'évolution de la qualité qui soit en fait simplement une modification des grains qu'on sème, mais involontaire. Ça, je pense que c'est la première chose. Et après, le problème du triage et du nettoyage, je pense qu'il est aussi important. J'avais déjà échangé avec Thomas là-dessus. J'avais échangé aussi avec Mathieu quand on s'était vu dans le Vaucluse, à Cadenet. Je pense que les goûts de cannelle et autres, c'est plutôt des problèmes de nettoyage du grain que vraiment d'identification propre d'une variété. Stéphane, est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que meunier, du coup, tu es en contact direct avec les boulangers, justement un peu comment les différents boulangers te font remonter la demande sur ce type de variété, comment tu l'évalues, un petit peu ton retour là-dessus? Alors, pour l'instant, on a une mise en œuvre qui est assez complexe pour des raisons qui étaient aussi évoquées tout à l'heure. C'était la disponibilité. Aujourd'hui, on rentrait jusqu'à maintenant, on rentre toujours des petits lots issus de producteurs différents et qui sont souvent aussi des variétés différentes. C'est-à-dire, bon ben voilà, on a essayé le mélange bolo, on avait rentré 3-4 tonnes de bolo, et puis après, je vais rentrer du rouge de Bordeaux, de la C7 ou autre. Mais c'est vraiment, en fait, c'est du coup par coup. J'ai 4 big bags d'une variété, j'arrive à en avoir 3 de l'autre. Et déjà, rien que ça, pour nous, on est irrégulier vraiment sur l'offre qu'on a chez nos clients. Et aujourd'hui, je commence à avoir des boulangers qui me disent, nous, on s'engage sur quelques centaines de kilos par mois. Si on arrive à les vendre en pain issu de variétés paysannes, c'est très bien. Si on n'y arrive pas, on s'en moque, on le mélangera avec les autres, mais au moins, on lance la dynamique. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, en fait. C'est qu'il y a des moments où on produit de la farine, puis en fait, on n'a pas de demande, donc on la remélange dans les blés actuels, dans les blés récents, quoi. Et puis, il y a des moments où on nous en demande, mais comme on n'en a pas vendu pendant un mois, on n'en a pas fabriqué, et puis le client, il n'est pas servi. Donc, pour l'instant,
c'est irrégulier parce qu'en fait, on a une proposition en grain qui est aussi irrégulière. Donc, pour nous, le montage de la filière, donc production, stockage et pour nous fourniture régulière, big bag, mais si possible, si on peut passer en vrac, c'est tout bête, mais pour nous, ça simplifie vraiment les choses. Ça permet déjà de pouvoir répondre facilement à la demande de nos clients, même si c'est des petits volumes, du moment que c'est régulier, on peut les mettre en œuvre. Et d'autre part, c'était aussi évoqué tout à l'heure, le problème des tarifs. On sera beaucoup plus à même, en fait, de pouvoir réduire le coût de la farine si on sait qu'on a une petite production mensuelle mais régulière, plutôt que de dire tiens, cette semaine on va faire 2 tonnes et puis après pendant 3 mois on n'en fait plus. Parce que là en fait c'est compliqué à gérer. Alors je rebondis juste sur ce que tu dis. Et puis il y a une question qui vient de tomber aussi à ce propos-là. Simplement pour préciser à ceux qui sont plus extérieurs à cette filière qui est en démarrage. Donc, il y a eu un gros travail agronomique. Là, vous en avez eu un aperçu, hein, qui nous a occupé pendant 4 à 5 ans. Aujourd'hui, on en est donc à la partie de construction de filière et donc de multiplication des variétés. C'est ça l'objectif, donc de dissémination de ces variétés. La multiplication des variétés en blé, ça va assez vite, hein, puisqu'en gros, vous avez des facteurs à peu près au moins 10 hein, entre ce que vous semez et ce que vous récoltez. Même parfois un petit peu plus. Cette multiplication des variétés, donc elle prend quand même un petit peu de temps, ça prend quelques années, puisque surtout les premières années, quand on commence à récolter des blés, tout ne va pas partir en panification, puisqu'il faut en distribuer aussi en multiplication à d'autres producteurs. Donc cette multiplication de variétés, elle est organisée au niveau Provence. Ce sont les producteurs qui font cette multiplication et cette circulation des semences. On est bien dans des semences paysannes, donc le terme de semences paysannes prend tout son sens dans cette filière-là. Et donc, on est de la multiplication de variétés sur C7 de Provence, Bladette de Provence, Barbu du Roussillon, et puis on a aussi adjoint quelques autres variétés. Donc, effectivement, l'enjeu, c'est comment on apprévisionne régulièrement les meuniers qui sont demandeurs. Et donc, il y a une charte qui a été construite avec tous les maillons de la filière, là je l'ai évoqué rapidement, et qui régit un petit peu les bons comportements, on va dire, le mot n'est pas le bon, mais entre les différents maillons de la filière, et notamment le prix pour les agriculteurs. Donc on est sur des prix payés aux agriculteurs autour de 800 € la tonne, ce qui est significativement plus important par rapport à des blés normaux, des blés modernes, bio, qui sont plutôt autour de 450, 500 voire légèrement plus € la tonne, ça dépend des effets conjoncturels des années. Je ne sais pas, Stéphane, si tu avais autre chose à ajouter. Non, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je voulais particulièrement insister en fait sur la qualité des grains à semer, parce que je vous ai parlé du Corazon. On fait aussi partie d'une filière petit épeautre. Et la qualité des grains semés sur le petit épeautre, elle a été prise en compte tout de suite au démarrage de la filière, avec en fait un tri particulier sur les grains à semer, sur des analyses de caries pour les lots qui étaient donnés aux producteurs aussi comme semence. Et je pense que ça nous est arrivé, tous on a entendu parler de quelques grains carriers, en tout cas de quelques lots carriers dans notre région. Et je pense que ça fait partie des choses qu'on doit prendre très au sérieux. Aujourd'hui, la filière, elle n'était pas montée. S'il y avait un lot qui était carrié, il y avait quelques tonnes en moins. Si on s'échange les lots entre producteurs, entre meuniers ou autres, et que dedans, il n'y a pas d'analyse qui soit régulière, on a à terme le risque d'avoir des années sombres, parce qu'on aura échangé des grains carriers, on aura fourni à nos producteurs des grains carriers à semer. Donc je pense que, je sais que j'insiste particulièrement là-dessus, mais pour la viabilité de la filière, même sur le moyen terme simplement, je pense que c'est vraiment important. Oui, tu fais bien insister là-dessus. Dans la charte qu'on a écrite de filière, ça fait partie des engagements et des points de contrôle qu'il y a du côté des producteurs, effectivement, c'est-à-dire la qualité sanitaire des semences. Voilà. Et après, pour le reste et pour les volumes, nous, on a un petit peu
la même manière de voir les choses que certains boulangers là, qui se sont lancés, c'est de dire on achète ce qu'on peut valoriser, en tout cas en variété paysanne, on le fait. Ce qu'on peut pas, on le refera passer, on le remélangera avec des blés actuels. Mais par contre, on tient l'engagement sur des volumes pour que les producteurs puissent avoir en fait un planning et surtout des surfaces à emblaver qui connaissent un petit peu à l'avance, que nous on puisse s'engager ou non sur la fourniture à certains clients. Mais je pense qu'il faut que les producteurs, mais particulièrement les transformateurs, donc meuniers boulangers, acceptent en tout cas de remettre dans une filière plus habituelle des lots de blé paysans si on n'a pas réussi l'écoulement. Mais sans engagement, on n'y arrivera pas non plus. Peut-être juste avant de… Merci Stéphane, de éventuellement passer un petit peu à des questions. Juste Thomas, si tu peux, tu as lancé un peu la perche tout à l'heure en disant, voilà, il peut y avoir des protocoles aussi pour échanger entre boulangers, des partages de réseaux de tests, etc., qui vont être effectivement des étapes importantes pour démarrer la filière et inclure tous ceux qui le souhaitent. Pour le moment, dans la filière, il y a déjà des boulangers qui sont inscrits dedans, mais un nombre restreint. On doit être à 5 ou 6 parce que de toute façon, jusqu'à présent, les volumes de blé en approvisionnement n'étaient pas suffisants. Comment tu vois les choses, Thomas, du coup, justement pour des producteurs un petit peu qui voudraient se lancer en termes d'organisation, en termes de… Est-ce que tu peux prolonger l'idée que tu as commencé à émettre tout à l'heure? Je pense qu'en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que les boulangers vont pouvoir se lancer quand tu auras des farines à vendre. Donc, en fait, dans la mesure où on a quelques variétés qui seront référencées chez nos meuniers, on peut commencer en fait à acheter de la farine et à mettre en production. Donc, finalement, c'est quelque chose qui doit être phasé quand même, c'est-à-dire qu'il doit y avoir à la fois un engagement un petit peu au moins moral de certains boulangers, pas forcément contractuel parce que c'est compliqué. Et puis derrière, ça veut dire que il faut que des meuniers prennent à un moment donné le risque de le mettre au catalogue chez eux et de dire, ben voilà, à partir de la rentrée, on a de la C7 de Provence ou du Barbu du Roussillon, on en a toute l'année. Et donc à partir de là, les boulangers ils sautent le pas et ils se lancent. Mais tant qu'on n'a pas, en fait, tant que ça reste confidentiel et qu'on achète ces farines un peu sous le manteau, un sac par-ci par-là, finalement on ne peut pas lancer ça d'un point de vue commercial. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment une coordination qui peut se faire à partir de réunions comme ça. C'est-à-dire si on dit Agribio à 100 tonnes de dispo, si les conditions climatiques sont correctes cette année, Stéphane, toi, si tu en écrases, je sais pas, 60 ou 70 tonnes, on peut dire, est-ce qu'à partir de la rentrée, on est certain d'avoir de la C7 ou du Barbu dans des sacs Pichard ou du moulin de Philippe Monteau à partir de la rentrée. En fait, pour moi, ça démarre là, quoi. Après, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir parce que c'est pas forcément une évidence, ou en tout cas, je pense qu'on doit être plusieurs à avoir besoin d'éclairage là-dessus. C'est la notion de marque, en fait. De mon point de vue, si le pourquoi est bien identifié, c'est-à-dire si on sait pourquoi on le fait, c'est-à-dire si on a des goûts particuliers, si les clients y trouvent une meilleure digestibilité, etc. Pourquoi rajouter une couche marketing qui est la marque, puisque c'est une marque, c'est une couche purement marketing au départ. Est-ce qu'il s'agit de protéger la filière? Parce qu'en fait, on sait tous qu'une marque, c'est des contraintes, donc ça a un coût. Ça augmente le prix des farines, ça augmente le travail administratif, ça augmente le coût pour le client final. Et finalement, on est beaucoup à se dire que la démarche qui est faite localement ici, c'est une démarche qui pourrait être faite localement ailleurs, sur d'autres régions. Et en fait, est-ce que ça a un intérêt de multiplier les marques ou est-ce que si finalement l'intérêt est suffisant à la fois d'un point de vue agronomique, d'un point de vue diététique, d'un point de vue aromatique, etc., pourquoi on a besoin d'une marque, quoi, en fait. Et là-dessus, je veux bien ton éclairage. Les éclairages, ouais. Et puis je laisserai Nathalie Charles du Parc du Luberon qui est en ligne aussi compléter. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc la charte, la construction de la filière, ça a été fait avec un petit groupe de 15 personnes là, qui étaient très motivés à la base pour discuter de tout ça, avec des agriculteurs, des meuniers, enfin les 2 meuniers qu'on a cités,
et puis quelques boulangers. L'objectif de la marque, c'était d'aller plus loin que la charte. En fait, derrière la marque, il y avait l'objectif de la visibilité de la filière, c'est-à-dire donner à la filière le moyen d'être visible du consommateur et d'expliquer, et surtout la demande des boulangers, c'était de nous dire aidez-nous à valoriser ce produit aussi, puis à l'expliquer aux consommateurs qui vont être sensibles et qui vont être intéressés, donc de donner des armes en termes de communication. Derrière, l'objectif aussi, c'était de protéger un petit peu la filière en disant, si un consommateur va dans une boulangerie et achète des blés avec des variétés anciennes parce qu'on a démontré tel et tel intérêt ou on souhaite mettre en avant tels et tels éléments de communication, que ce consommateur soit sûr que le pain qu'il achète ait été produit avec un minimum d'exigences et un minimum de critères voilà, que ce soit que des variétés anciennes qui est dedans parce que c'est l'objectif, que ce soit par exemple de la panification au levain, que le producteur ait été convenablement rémunéré, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de construire et de protéger du coup une filière de territoire qui ne soit pas délocalisable. Oui, mais c'est en fait la complication de ça, d'un point de vue opérationnel, c'est qu'aujourd'hui, l'État français, qui est quand même mieux armé qu'Agribio, n'arrive même pas à faire respecter l'idée de pain au levain. Et pourtant, il y a le décret pain, et pourtant, il y a la DGCCRF, et pourtant, etc. Et finalement, tout le monde utilise à tort et à travers le terme de pain au levain, alors que finalement, assez peu de gens font du pain au levain. Donc, le fait de mettre une marque et un cahier des charges, ça impose, pour que ça ait du sens, ça impose un contrôle. Ce contrôle, en fait, qui va le faire? Ce contrôle, il a un coût. Et finalement, c'est aussi pour moi un signe c'est un signe un peu d'échec dans l'œuf au départ, c'est de dire sans ça, on n'arrive pas à promouvoir le produit. Donc ça veut dire que le produit n'est pas suffisamment intéressant pour le consommateur en l'état. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur le petit épeautre, alors oui, il y a une IGP, mais indépendamment de l'IGP petit épeautre que assez peu de gens connaissent finalement, en fait, le pain de petit épeautre représente un volume assez important dans l'État parce que les gens y trouvent leur compte. C'est beau, c'est bon, c'est digeste. Et finalement, on n'a pas besoin d'un emballage marketing. Le petit épeautre, il fait son travail tout seul. Et je pense que tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là de produits, c'est-à-dire tant que les produits, il n'aura pas un sens en soi suffisamment fort au-delà de son emballage marketing, ben finalement, on peut s'inquiéter sur la pérennité de ces filières parce que les notions de prix qui sont abordées, on a évoqué des blés à 800 € tonne, mais vu les petits volumes, etc., enfin, les échanges qu'on a avec les meuniers aujourd'hui, c'est plutôt que ces farines arriveraient à 1,50 €, 1,60 € le kilo. Stéphane, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense qu'on sera dans l'ordre de prix de ce qu'est le grand épeautre aujourd'hui à peu près. Et finalement, acheter des farines avec 50 ou 60 centimes de plus au kilo aujourd'hui, et donc c'est un coût qui va se répercuter chez le client. Si on n'a qu'un acte militant chez le client à la fin, c'est un peu court en fait. Il faut qu'on ait autre chose à promouvoir. Et la notion de marque, en fait, elle induit finalement toujours un surcoût, une notion de contrôle, et finalement, elle n'empêche pas les gens qui veulent biaiser de biaiser. Le type qui voudra utiliser la marque sans respecter le cahier des charges, finalement, il le fera et personne n'aura les moyens de vérifier ça. Donc, il faut voir, et ça va aussi un peu à l'encontre d'un esprit, à mon sens, un peu mutualiste, qui est de dire aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de l'open source, c'est-à-dire qu'on travaille à plusieurs sur des notions de filière. Ce qu'on fait localement doit être productible localement ailleurs, puisqu'en fait, on enrichit aussi notre expérience localement d'autres expériences qui ont déjà été faites à l'étranger ou sur d'autres régions de France. Et le fait de mettre ça dans une marque, c'est finalement, c'est pas si simple à comprendre. Voilà. Alors, juste pour aller un petit peu aussi dans ton sens, pour le moment, j'ai lancé le terme de marque tout à l'heure, tout ça est évidemment encore en construction et en discussion. Pour le moment, on a lancé cette charte, nous, puisque ça nous permettait de fédérer un petit peu les acteurs autour de la filière, de dire ce que disait Stéphane tout à l'heure, voilà, les agriculteurs, il faut qu'ils fassent attention à la qualité sanitaire des semences, etc. etc. Enfin, le prix de rémunération des agriculteurs, voilà. Mais cette charte, pour le moment, elle est extrêmement light parce qu'on est bien conscient que
tous les acteurs étaient bien conscients au moment de l'écriture de cette charte que plus on fait quelque chose de… D'abord, tout le monde a déjà des réglementations, des contrôles, etc. Et ce n'est pas la passion première des gens, ce n'est pas ça. Et donc, on a fait une charte light avec simplement des grands principes pour que ce soit plutôt quelque chose qui fasse consensus et adhésion. Pour le moment, on en est dans cet objectif-là, c'est-à-dire d'avoir quelque chose finalement de léger qui se mette en place. Alors, la question du contrôle n'est pas encore totalement tranchée. Savoir, pour le moment, la question ne se pose pas tellement parce que la filière est petite. Mais elle se posera plus tard. Mais voilà, on est sur le principe d'une charte la plus légère possible, mais qui ait un socle d'adhésion à la démarche. Et puis, la question de la communication après sur la filière ça peut être tout à fait dissociée d'une problématique sur les marques. Je ne sais pas. Après, je vois qu'il y a des questions qui s'affichent, donc on va les prendre les unes après les autres. C'est très bien. Vous pouvez vous poser vos petites questions sur le chat. Juste, je ne sais pas si Nathalie Charles est en ligne et si tu veux compléter aussi, donc du parc du Luberon. Oui, bonjour à tous. Je mets la vidéo. Hop. Voilà, ça y est. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Bon, Nathalie Charles, voilà, je suis au parc du Luberon. On a travaillé donc avec Agribio effectivement depuis très longtemps, depuis 2008, sur la filière meunier d'Apt. Alors effectivement, j'ai mentionné un peu les échecs de la filière liés au fait de ne cultiver et de mettre en production et en écrasement qu'une seule variété. Donc ça, c'était un peu un loupage, entre guillemets, à savoir que quand il y avait des ruptures, c'était très difficile à parer, et donc les boulangers se retrouvaient sans farine. Bon, ça a été un peu entre guillemets l'écueil que nous avons eu, et Philippe Monteau pourrait en témoigner. Ça n'a pas été facile. Alors, pour revenir aux aspects de communication, effectivement, bon, nous on n'est pas forcément à la recherche d'un logo forcément, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir identifier le produit qu'on va avoir face à nous et expliquer, comme disait Mathieu, le fait qu'on est sur une filière et d'une tracée. Alors, avec la charte, bon, ça reste à voir comment on va vérifier effectivement l'engagement des uns et des autres au niveau de la filière. Mais il est certain que le fait d'avoir une identification de filière va permettre au moins de renseigner le consommateur sur le fait qu'on est sur des variétés anciennes, parce que rien ne le dit à aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'essais de communication sur des blés locaux, mais les variétés dites paysannes, il n'y en a pas encore sur le marché. Donc, c'est pour faire connaître vraiment le fait de cet effort qui a été réalisé pendant toutes ces années sur le travail de sélection de ces variétés anciennes qu'Agribio a fait avec Arvalis. Et je pense que là, il y a besoin de faire raccrocher le consommateur au fait qu'on travaille sur des variétés, alors en lien avec la biodiversité, parce que bon, c'est vrai que c'est aussi un des engagements du parc, c'est d'avoir aussi un retour sur le fait qu'on retravaille des espèces qui sont menacées ou qui n'existent plus. Donc, d'où l'intérêt d'être un petit peu en face sur ce genre de créneau, quoi. Voilà. Alors, la communication, effectivement, on va la mettre en place et il va y avoir également des tests qui vont être faits auprès des consommateurs. On va demander effectivement à des boulangers de travailler donc des lots de variétés paysannes qu'on va soumettre aux consommateurs pour voir si ça répond à leurs attentes. Et voilà, donc on va essayer de pouvoir un peu qualifier aussi toutes ces panifications qui seront issues bien évidemment de ces variétés anciennes. Voilà, je ne sais pas si j'ai… Nathalie, donc dans les questions qui
qui défilent. Donc, on va les prendre. On se prend 20 minutes ou une demi-heure de questions, si vous voulez. Donc, question de Thomas Pasturel. Est-ce que la charte est accessible publiquement? La réponse est oui. Oui. On va pouvoir évidemment vous transmettre la charte, ne serait-ce pour les boulangers qui sont intéressés. Vous verrez que c'est effectivement pas une charte qui se veut contraignante du tout. Et puis si dans d'autres territoires, hors PACA, il y a des gens que ça intéresse de voir la charte pour en discuter, pour s'inspirer, voire aussi pour nous inspirer, il n'y a vraiment aucun problème, bien au contraire. Ensuite, donc, on va prendre les autres. Je remonte un petit peu le fil des questions. On va peut-être pas toutes les prendre, mais donc question de Mathieu. Est-ce que les variétés Pyrénéo, Renan et Canrémy sont de vieilles variétés? Alors, Pyrénéo, c'est une variété de blé moderne, puisqu'elle est encore en… Pyrénéo et Renan sont des variétés de blé qu'on peut qualifier de modernes, puisqu'elles sont encore en production par les semenciers. Renan, c'est une des premières variétés qui a été sélectionnée pour le bio d'ailleurs. Et Canrémy, c'est une variété qui ne doit plus être en production par les semenciers, je pense, mais qui est on va dire une variété quand même relativement moderne. Ça doit être des années 50 ou 60 si je ne me trompe pas. Renan, juste si je peux ajouter, ouais. Pardon Mathieu, Vas-y. Renan, c'est une variété intéressante parce que c'est une variété des années 80, 90, quelque chose comme ça, 90. C'est un peu si je me trompe pas, c'est le début un peu des variétés que moi je juge modernes réellement. C'est-à-dire il y a deux phases dans ce qu'on appelle ancien et moderne. Il y a d'une part à partir de la fin du 19e siècle, il y a une érosion de la biodiversité qui est liée au développement des activités commerciales des semenciers. Donc là, on commence à perdre à la fin du 19e pas mal de variétés. Cette érosion va se poursuivre de manière assez active après la Seconde Guerre mondiale, puisque là, les semenciers deviennent aussi assez internationaux, se développent très fort. Donc ça, c'est une première phase, perte de diversité. Ensuite, on a une deuxième phase un peu différente sur l'évolution des variétés, c'est l'intervention de la génétique. Et la variété Renan est une variété qui est intéressante puisque c'est le début, en fait. Alors, ce ne sont pas encore des OGM, mais c'est des hybridations qui ne sont absolument pas naturelles, puisque le blé qui a permis de donner des renans, donc qui sont des hexaploïdes, ont été hybridés avec des plantes haploïdes. Donc, ça veut dire qu'on a d'abord une polyploïdisation complètement artificielle d'une plante sauvage pour pouvoir l'hybrider avec Renan, pour pouvoir sélectionner des gènes dedans, etc., etc. Donc, au final, c'est déjà de la sélection un peu hardcore qui nécessite des outils génétiques forts. Et donc, Renan, pour moi, non, c'est déjà le début de ces variétés. Alors, c'est une variété en bio, c'est une variété qui est toujours cultivée en bio, mais ça fait partie justement des variétés qui commencent à être modifiées assez copieusement, quoi, déjà. Tout à fait. Tout à fait. Question ensuite. Quels sont les… Donc, c'est plutôt adressé à toi, Thomas. Ça. Quelles sont les raisons pour que certaines farines, après écrasement, se comportent de manière grasse dans la main lorsque l'on presse la farine entre les mains? Ça, c'est simplement de le lier généralement à la présence du germe. Donc, le germe est gras, à peu près 3% de lipides dans la farine totale. Et donc, ça dépend de la présence du germe ou de son absence, mais pas que. Parce que, par exemple, on voit actuellement chez Stéphane Pichard, où on est sur un écrasement à cylindre, mais avec un système qui permet de récupérer 100% du germe. Donc, on a la totalité du germe dans les farines T80 et supérieures, mais le germe, finalement, il n'est pas trituré suffisamment avec les particules de farine pour les rendre grasses. Donc, on a l'intégralité du germe, mais contrairement à des farines de meule où on a une trituration au moment de l'écrasement, le gras se répartit de manière très homogène dans la farine et donne cet aspect gras dans la main. Alors que les farines de Stéphane qui contiennent tout le germe, finalement, n'ont pas forcément cette texturation très grasse en main. Donc ça c'est lié à la présence, à l'absence du germe et à sa trituration ou non dans les farines au moment du process. Très bien. Merci. Donc après, je vois que vous débattez sur le juste prix de la farine. Très bien. Ensuite, bonjour. Si l'on peut résumer, pour le moment, les variétés paysannes Luberon-Lure ne se distinguent pas gustativement au regard d'autres variétés. Alors, je vais répondre et puis après, Thomas, si tu veux compléter. La réponse pour le moment est qu'on n'a pas la réponse, je pense.
C'est-à-dire que si on veut isoler l'aspect variétal dans le goût du pain, nous, on n'a pas forcément les données nécessaires pour dire tiens, ça va avoir des goûts forcément très différents, puisqu'il y a aussi beaucoup la manière de panifier qui va jouer. Mais peut-être que je me trompe et peut-être que ou Thomas ou d'autres boulangers qui sont autour du micro voudront corriger ce que je dis. Juste une information, on a mis Luberon-Lure parce que le programme est européen, mais c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que c'est vrai que ça fait un peu restrictif pour certains d'entre vous. Oui, oui, tout le monde est bienvenu, effectivement. Donc, sur la question, Thomas, ouais. Pour les arômes des blés, c'est une question récurrente en fait, qui revient toujours avec évidemment plusieurs réponses puisque chacun, les goûts et les couleurs sont des choses assez subjectives. Pour avoir fait l'expérience des dizaines de fois, après panification, sur des tests à l'aveugle, c'est quasiment impossible pour des gens normalement constitués de distinguer des variétés de blé parce qu'en fait, on a qui vont télescoper avec les arômes du blé. Il va y avoir les réactions de caramélisation et les réactions de Maillard en cuisson. Il y a tout l'aspect fermentaire, donc avec les acidités, les acides produits, l'alcool produit pendant la fermentation. Et finalement, le goût du blé à la fin, il est assez compliqué à sortir. Alors par contre, après, effectivement, tous les pains n'ont pas le même goût. Parce qu'une même variété écrasée dans des conditions différentes, elle donne aussi des goûts différents. Donc, encore une fois, si on veut faire des analyses un petit peu, si on veut pouvoir aller de l'avant là-dedans, il faudrait prendre le même blé, l'écraser dans des conditions différentes, le panifier dans des conditions identiques, regarder est-ce que c'est la panification ou est-ce que c'est le blé qui donne du goût, etc. Au final, ce qu'on voit pour être extrêmement pragmatique aujourd'hui, c'est que les consommateurs ne font pas la différence. Et c'est un des grands problèmes finalement. Si je reviens sur l'initiative du blé Meunier d'Apt, par exemple, c'est que les clients, au final, moi à l'époque, quand je vendais du Meunier d'Apt, une des réflexions très pragmatiques des clients, c'était de dire il n'y a pas de différence de goût. Les pains, ils sont plus moches parce qu'en fait, là, pour le coup, on avait des blés assez faibles sur le Meunier d'Apt et c'est plus cher. Donc finalement, le client, il avait quand même pas mal de mal à s'y retrouver, à part dans un acte très militant. Donc, effectivement, la notion de goût aujourd'hui, elle n'est pas évidente. Et si je poursuis juste cette idée, quels sont les blés finalement qui tirent le mieux leur épingle du jeu dans les blés un petit peu particuliers ou dans les céréales particulières? Le petit épeautre et le corazan. Pourquoi? Parce que les deux sont très singuliers. C'est-à-dire qu'à la fois le petit épeautre et le corazan ont des couleurs très spécifiques et des arômes très spécifiques. C'est-à-dire que n'importe qui, par contre, les yeux fermés, distingue du corazan et du petit épeautre. Et cette singularité fait vivre ces céréales aussi d'un point de vue de la filière. Et les variétés anciennes, finalement, on n'a pas des spécificités aussi fortes, même si j'entends derrière les micros certains qui disent à voix basse ou tout haut qu'ils ont des différences. Et évidemment, il y a peut-être des différences, mais le consommateur, il a du mal finalement à les distinguer. Et ça suffit. C'est compliqué d'un point de vue aromatique de faire vivre ces blés-là, en tout cas que sur ces aspects-là, à mon avis. Oui, mais il y a une grosse activité marketing qui s'est tenue autour du corazan et du petit épeautre qui fait qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'ils ont leur aura, mais ça a été un travail de longue échéance puisque il y a 20 ans, on n'en parlait pas tant non plus. Donc, il faut voir aussi à l'avenir si on développe réellement une filière, si tenter de dire qu'elle puisse marcher un jour, ce qu'on espère, il faut effectivement avoir dans l'idée que ça peut être aussi un atout qu'on mette en avant parce qu'elles auront aussi leur spécificité. Enfin, ce qui a été fait avec l'ITAB et Camille Vindras montre que quand même, elle a notifié quand même dans les dégustations que nous avons fait une typicité relatif aux variétés produites et transformées sur le territoire Provence-Alpes-Côte d'Azur par rapport à des variétés qu'elle a eu occasion de déguster dans d'autres régions de France. Donc il y a quand même, je pense, une typicité au regard de ce qu'elle nous a dit. Moi, je ne crois pas, enfin, je comprends les études, mais j'y crois pas du tout à grande échelle. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui déguste, qui est spécialiste de la dégustation, etc., va pouvoir sortir des choses. Le consommateur lambda qui achète son pain de campagne une ou deux fois par semaine et qui le mange, en fait,
un, il n'a pas de point de comparaison et donc il ne peut pas comparer pour voir une spécificité. Et deux, généralement, il n'a pas cette acuité. En tout cas, aujourd'hui, les retours clients qu'on a et les retours même entre professionnels à l'école, etc., c'est que même nous, formateurs, quand on fait ce genre de choses, par exemple, là, dernièrement, on a planifié le mélange bolo, on a planifié ce genre de choses. Une fois cuit, on est incapable de dire de quel sac vient la farine. Et pourtant, c'est notre boulot et on est concentré quand on le fait, etc. Donc, je ne pense pas que ça soit un horizon d'avenir de chercher une singularité à ce niveau-là. Et je pense, pour revenir aux notions marketing sur le petit épeautre et sur le courrasan, qu'effectivement, les professionnels qui ont fait du marketing sur le petit épeautre et le courrasan, ils ont réfléchi avant. C'est-à-dire qu'ils ont fait du marketing sur des choses qui étaient singulières. Alors que quand on fait du marketing sur des choses qui ont du mal à se singulariser, finalement, c'est un peu compliqué. Tout à fait. Donc, ça rejoint un peu dans les commentaires que vous mettez et qui est aussi l'objectif de la démarche qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire que si communication il y a, elle sera évidemment prudente et factuelle. Il ne s'agit pas de raconter de mentir en quelque sorte aux consommateurs. Remarque aussi ou question de Cyril Viotte, là, de façon factuelle, quels sont les atouts des blés anciens, les arguments militants et les arguments qualitatifs s'il y en a. Donc, au niveau gustatif, panification, on en a déjà un petit peu parlé. Moi, je peux rajouter une petite note au niveau agronomique, où on va dire que, si vous voulez, les blés anciens ont plein d'atouts agronomiques, mais comme les blés modernes, en fait, ça dépend vraiment des objectifs de production et des systèmes de production des agriculteurs. Globalement, on va dire que les blés anciens vont être moins productifs que les blés modernes, ça se comprend assez bien. Et par contre, ils vont avoir des rendements d'une année sur l'autre en fonction d'un climat qui pourra être très différent d'une année sur l'autre, des rendements qui vont être moins variables. Ils vont être moins sujets à des élasticités de rendement d'une année sur l'autre en fonction des conditions climatiques. Ils vont être toujours en gros plus bas que les rendements en termes de rendement que des variétés modernes. Mais voilà, ils vont avoir un rendement qui va moins osciller d'une année à l'autre, ce qui est un avantage aussi. Et puis, alors, il faut évidemment mettre dans tout ça de la nuance entre les variétés. Vous n'avez pas, vous avez des variétés, vous avez effectivement au niveau agronomique, on arrive à très bien distinguer des groupes de comportements entre les variétés anciennes et les variétés modernes. Mais à l'intérieur de toutes ces variétés, il y a évidemment des variétés d'exception qui se comportent très différemment de leur groupe d'appartenance. Et puis les arguments militants, on les a déjà un petit peu évoqués. Pour beaucoup de producteurs, le fait de faire des variétés anciennes ou de faire des variétés paysannes, donc il y a des arguments, je dirais presque de réappropriation de la semence par les producteurs qui leur tiennent à cœur. Et puis après, vous avez aussi des arguments en termes de biodiversité cultivée. Il est intéressant, même si on s'extrait de la filière, de conserver ces variétés-là parce que c'est une diversité génétique qui peut nous être utile pour développer d'autres variétés, pour continuer de développer les filières. Je regarde si vous avez d'autres questions. Y a-t-il des travaux de revalorisation du seigle paysan? Alors, en Provence, non. Après, je pense qu'ailleurs en France ou en Europe ou encore plus largement, très certainement qu'il y a des travaux là-dessus. Je vous invite donc c'est Cécile Marcus qui a posé la question. Je vous invite à peut-être vous rapprocher notamment du réseau Semences Paysannes qui travaille sur ces questions-là. Mathieu, existe-t-il une liste de variétés anciennes de blé? Alors, il y a des listes qui ont été faites, sachant qu'il n'y a pas de… Alors, vous avez bien compris que sur ces variétés anciennes de blé, il n'y avait pas de catalogue. Officiellement, ce ne sont pas des variétés. Les variétés modernes, c'est assez facile. Vous avez un catalogue qui est chapeauté par le CNIS là, qui nous dit quelles sont les variétés qu'on a le droit de cultiver ou pas et quelles sont les caractéristiques de ces variétés. Au niveau des variétés anciennes, il existe plutôt des listes, des inventaires qui ont été faits par des producteurs, par des réseaux d'agriculteurs, pour dire, tiens, ben voilà les types de variétés qu'il existe, avec toujours la difficulté de des fois poser un nom sur ces variétés. Et puis, étant donné qu'on est face à un matériel génétique qui est quand même très hétérogène, vous pouvez avoir deux personnes qui arrivent dans votre boulangerie en vous disant ça c'est du rouge de Bordeaux, mais le rouge de Bordeaux,
des deux personnes sera très différent, et visuellement dans le champ, mais vous ne l'aurez pas vu, et même en termes de panification. Je prends des questions. Le lamidonier est-elle une variété ancienne? Oui, même si c'est un parent du blé. On a une belle photo d'ailleurs, Mathieu, d'amidonier que je t'ai Ah passé. oui, je C'est un vais vous la amidonier partager. suisse avec une panification qui est pas mal d'ailleurs. Ouais, c'est juste le clin d'œil. Je vais vous la partager. Voilà. Tu as des choses à dire sur la panification de l'amidonier, du coup, en 2 mots, le temps que ça charge la photo? En 2 mots, bon courage. Voilà. Ça fait 2 mots, c'est bien. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué l'amidonier à panifier. La plupart, alors celui-là était un peu particulier parce que justement il se panifiait pas trop mal. C'est un amidonier donc qui vient de Suisse. Celui-là c'est un amidonier noir. Mais sinon la plupart des amidoniers sont quand même des variétés très faibles. Donc pas évidente à panifier. Ça relâche beaucoup, ça boit peu d'eau. Voilà. Donc c'est une plante qui est très jolie par contre, qui est barbue, donc Oui. qui est assez rustique, hein, donc qui est assez adaptée, même si on n'en cultive pas trop nous localement ici. C'est une Non. variété qui est rustique, qui se cultive pas mal en montagne aussi et tout ça. Et voilà. Par contre, c'est compliqué à panifier. Merci. Alors, une question sur quels essais, sur quelles variétés, quels critères en meunerie. Donc ça, je pense que c'était en réaction par rapport à la discussion tout à l'heure entre Thomas et Nathalie, sur ce qui a été fait comme essai. Alors, agronomiquement, je ne reviens pas dessus, mais c'est sur ce qui a été fait comme essai en panification dans le cadre du projet là, sur lequel je vous ai évoqué 2 mots tout à l'heure. Ce sont des essais, différents types d'essais sur différentes durées de fermentation pour panifier les variétés, et puis des essais sur différentes variétés. Donc, je pourrais vous envoyer, sans rentrer dans le détail, le compte-rendu de tout ça, avec la difficulté que ces essais ne sont pas toujours très concluants parce que sont pas toujours. C'est plus des outils pédagogiques que des résultats scientifiques très carrés, pour le dire autrement. Alors là, peut-être Thomas, Juste, je veux bien ouais, répondre à une question sur l'histoire des fermentations longues, une question qui a été posée par Thomas Ah oui. Pasturel. L'idée des fermentations longues qui ont été popularisées pas mal par un groupe de boulangers ces dernières années. Ce qu'il faut comprendre un petit peu, à mon sens, dans ces fermentations longues peu ensemencées, c'est que pendant les premières heures, il ne se passe pas grand-chose puisqu'on démarre avec des populations de ferments qui sont très faibles. Et donc, si on regarde l'évolution des pH dans les pâtes pendant les 4 premières heures, il ne se passe rien. C'est-à-dire que la population de ferments est très faible au début et le temps qu'elle arrive à un seuil suffisant, finalement, c'est comme si on avait un mélange de farine et d'eau. Donc, en fait, dans toutes ces méthodes dites un peu respectus panis, etc., qui ont été mises en avant par pas mal de gens, en fait, on a en début de fabrication l'équivalent d'une autolyse qui dure en gros 4 heures, 5 heures selon les températures et l'ensemencement, c'est-à-dire un mélange de farine et d'eau avec tellement peu de ferments que finalement il n'y a pas de fermentation. Et évidemment, dans cette autolyse, il y a des enzymes qui travaillent, notamment des amylases qui vont produire des sucres et qui donc vont modifier le goût du pain, modifier la couleur du pain, etc. Généralement, comme ce sont des fabrications qu'on fait sans pétrissage ou avec des pétrissages vraiment minimum, on n'a pas d'oxydation. Donc au final, on se retrouve avec des couleurs de mie assez jaunes, assez peu oxydées, des arômes qui sont assez préservés, mais qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec la fermentation. Parce qu'au final, quand on arrive après 4 ou 5 heures à un niveau de population suffisant, le reste de la fermentation se fait absolument normalement, comme si on avait ensemencé à des taux normaux de levain, c'est-à-dire comme si on avait ensemencé à 200 ou 300 grammes de levain au kilo de farine. Et ensuite, la fin de la fabrication, c'est une fabrication normale. Donc en fait, ce qui change beaucoup dans ces méthodes de fermentation longue, c'est les 4 ou 5 premières heures qui sont en fait l'équivalent d'une autolyse. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça change le goût du blé? Non. Si on prend le même blé, qu'on fait une autolyse de 4 heures et qu'on l'ensemence avec 200 grammes de levain, on obtient le même résultat, quasiment, quoi. Donc, finalement, encore une fois, derrière l'aspect marketing en latin de ce type de fabrication, est-ce qu'on ne peut pas revenir à des données un peu sensées, c'est-à-dire à des données de panification, à des données d'analyse, pour voir en fait qu'est-ce qui se passe derrière? À mon avis, c'est un petit peu le but de la méthode, c'est de pouvoir reprendre la main
sur ces fabrications pour voir est-ce que les méthodes de panification influent ou pas sur le résultat final. Très bien. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Comment est-il possible d'être sûr que donc question de Chloé, comment est-il possible d'être sûr que le grain en question est un barbu du Roussillon, un rouge de Bordeaux, etc. Je vois souvent des discussions à ce sujet. Alors c'est une vraie question. Alors plusieurs réponses. Alors il peut y avoir des analyses génétiques pour savoir ce que sont les grains. Et après, il peut, en fait, même si, alors, vous avez compris que quand vous êtes dans des variétés, on va dire modernes, des lignées pures, tous les épis, tous les grains se ressemblent. C'est très facile de les distinguer. Sur des variétés anciennes, vous avez plus de diversité génétique, mais vous avez quand même souvent, quand on parle de barbu du Roussillon, quand on parle de rouge de Bordeaux, même de Florence Aurore, enfin de plein de variétés comme ça, vous avez quand même une homogénéité phénotypique, c'est-à-dire que tous les épis vont avoir sensiblement le même aspect. D'ailleurs, on voit très bien dans ce genre de variété quand il y a des populations, des individus qui sont éloignés de cette variété. Mais au niveau génétique, voilà, tous les épis sont pas nécessairement, n'ont pas forcément la même, tous les grains n'ont pas forcément la même information génétique. Donc, on peut voir en fait, ça se voit. Enfin, au grain, c'est très difficile, sauf quand on a des grains qui ont des formes très caractéristiques. Sinon, ça se voit avant, c'est dans le champ que ça se voit, à savoir, est-ce que cette variété-là, elle a un phénotype proche du rouge de Bordeaux, proche du barbu du Roussillon ou d'autres variétés. Et donc, on est à peu près capable de les distinguer les unes avec les autres. Il y a beaucoup de discussions dans la filière et au sein de ces mouvements, des initiatives un petit peu de la sorte, à savoir de dire, c'est très bien qu'il y ait une diversité génétique, mais il faut quand même essayer de conserver un minimum de pureté, c'est-à-dire de ne pas mélanger, d'être sûr que le barbu du Roussillon, ce soit vraiment du barbu du Roussillon, parce que en termes de panification, il va y avoir telle et telle caractéristique qui vont intéresser les boulangers, et pas et d'être sûr que ce ne soit pas du barbu du Roussillon avec X pourcentage d'une autre variété. Quand on est dans des filières longues, la question se pose. Je crois qu'on a pris à peu près toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez encore d'autres remarques, n'hésitez pas. Dernière question que je n'avais pas vue, peut-être pour toi, Thomas. En tant que boulanger, on l'a déjà un peu dit, quels sont les arguments pour vendre nos pains en variété paysanne? Ouais, à mon avis, c'est une bonne question, c'est toute la problématique. Je rejoins complètement Mathieu, c'est-à-dire que pour moi, c'est un devoir, en fait, de notre côté en tant que boulanger, d'en transformer. Pourquoi? Pour soutenir en fait les filières de culture et pour préserver un patrimoine génétique. Ça, pour moi, c'est la base, c'est-à-dire qu'on a un devoir commun de préserver ce patrimoine génétique. Et on ne peut pas en fait imaginer conserver ce patrimoine génétique uniquement dans des banques de graines ou uniquement chez des gens qui font de la culture de conservation parce qu'au final, on aura forcément des pertes. Donc, on doit le faire. Et ensuite, comment on le met en avant? Il y a cet aspect-là, qui est un aspect philosophique, intellectuel, militant, en fait, qui est partagé aujourd'hui quand même par une part de la clientèle. Donc déjà, cette clientèle-là, elle est acquise à cette cause. Et je pense que en fait, tous les boulangers qui nous écoutent aujourd'hui, en fait, ont des demandes de la part de leurs clients pour ceux qui en font déjà, ont déjà des ventes en fait là-dessus. Ensuite, l'autre point pour moi, c'est d'avoir des pains qui soient très bons, tout simplement. C'est-à-dire un pain qui reste accessible en prix et qui soit très bon, avec des qualités exceptionnelles de goût, de texture, etc. Et finalement, en tant que boulanger, notre meilleur marketing, ça a toujours été ça. C'est-à-dire d'avoir un produit de qualité qui se conserve, qui soit goûteux. Et finalement, si on a ça et qu'on est capable d'expliquer aux gens qui sont de plus en plus sensibles quand même que ça vient de filières locales, qu'on connaît les producteurs, qu'on peut mettre en avant les producteurs qui ont fait nos blés, etc. Finalement, le tour est joué. On n'a pas besoin d'artifice marketing supérieur à ça. Un produit de qualité et puis une jolie histoire à raconter autour. Et à mon avis, c'est quand même déjà un énorme travail de fait si on arrive à faire ça.
Donc, pour moi, je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus de choses que ça. Par contre, il faut qu'on arrive à sortir un pain d'excellence, quoi, un pain très bon. C'est encore une fois, je reviens sur un peu l'archétype de ces filières, hein, le blé meunier. C'est pas du tout pour critiquer ce qui avait été fait à l'époque sur le blé meunier d'Apt. En fait, on ne naît pas de rien. En fait, on est d'une histoire et l'initiative qu'il y a eu sur le blé meunier d'Apt il y a 20 ans, finalement, elle permet de nourrir et d'aller plus loin aujourd'hui sur ces échanges. Mais encore une fois, je pense que quelque chose qui a été déceptif, c'est finalement la qualité du pain en finale, qui n'était pas un pain excellent parce que c'est un blé qui n'est pas extraordinaire à panifier. Et finalement, nous, en tant que boulanger, on avait du mal à faire un pain de grande qualité avec ça. Donc finalement, les clients, ils étaient un peu déçus. Donc si aujourd'hui, avec des blés comme des barbus, des C7 ou qui sont des blés en fait de qualité, on arrive à faire des pains magnifiques avec ça. Si on explique aux gens que ça vient de 50 km et qu'on connaît les producteurs, les gens ils sont prêts à payer un petit peu plus finalement ces produits-là. Et je pense qu'il n'y aura absolument aucun souci pour valoriser ces blés. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Thomas, notamment sur la notion de terroir, hein. Derrière ces blés, il y a vraiment la notion d'une filière de terroir avec des blés qui sont cultivés localement, ici pour le coup en agriculture biologique. Donc ça, c'est des arguments de vente qui sont très intéressants. Et puis voilà, de dire que ces blés, on est sur des filières vraiment de terroir, non délocalisables, provençales, qui font vivre des agriculteurs à côté des consommateurs qui vivent à côté des consommateurs, etc., etc. Donc la notion de terroir panicole finalement, ou de filière panicole locale, là, elle va être très importante. On va bientôt clôturer, je pense qu'il est déjà 15h38. Juste quelques questions voilà, des questions qui vont faire très bien la transition pour un petit peu la suite, savoir ce qu'on fait. Je réponds à une question aussi de Clem. Est-ce que les partages de semences peuvent être faits pour des tests dans d'autres régions en quête de sélection? Écoutez, sur le principe, oui, parce que nous, on a aussi partagé avec d'autres régions. Donc, s'il y a des tests agronomiques et puis des tests de panification qui peuvent être faits, il n'y a a priori pas de souci. Et après, des questions sur concrètement comment la suite va se passer si on veut participer en tant que boulanger. Est-il prévu un webinaire futur? Pourrait-on se concentrer sur des questions techniques de panification de blé ancien et leurs différences versus des blés plus modernes? Donc la réponse à ça, c'est qu'évidemment, c'était un premier tour d'échange. Là, c'est très difficile d'aborder toutes les questions de front là. L'objectif aujourd'hui, c'était surtout de vous présenter un petit peu cette filière et cette initiative qui est naissante, que vous en soyez informés. On va revenir vers vous très rapidement, notamment pour des boulangers qui souhaitent aller un petit peu plus loin en termes si vous voulez vous signaler, si vous avez envie d'un petit peu de mettre la main à la pâte, de faire des essais, sans doute de manière organisée. L'intérêt, c'est aussi de créer un réseau, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, où chacun va pouvoir échanger et apporter son retour d'expérience. Fort de ce réseau, la filière sera durable, sera d'autant plus durable. Donc on reviendra vers vous aussi rapidement. Je pense qu'on reviendra vers vous aussi pour savoir, alors est-ce que vous avez pensé de ce webinaire et puis ce qu'il faut construire aussi pour la suite, hein, si vous avez des envies, des besoins particuliers, on va les retravailler un petit peu, mais l'objectif c'est de répondre à vos besoins. Une filière, ça se montera pas évidemment sans les boulangers, donc vous serez des maillons centraux de cette filière. Voilà, hein, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais on pourra creuser toutes ces questions à la fois de filière, d'approvisionnement, et puis des questions plus spécifiques à la panification de manière organisée, et puis en réseau. Voilà, je ne sais pas Thomas si tu veux dire un petit mot pour conclure. Déjà, merci à tout le monde d'être là, de manifester un intérêt assez fort sur ces problématiques. Effectivement, je pense que c'est une intro, ça nécessite d'aller plus loin. Après, il peut y avoir des groupes de travail, c'est-à-dire des gens qui font des essais. Mon idée, c'est que s'il y a des gens qui font des essais, c'est pas mal de collecter les essais sur des choses un petit peu communes, c'est-à-dire quand quelqu'un fait un essai, s'il peut documenter ses températures de pâte,
comment ont été rafraîchis les levains, éventuellement les pH des levains ou des pâtes, qu'il y ait un certain nombre finalement de critères qui soient un petit peu objectivables et qui permettent à d'autres de refaire des essais identiques éventuellement. Quelqu'un qui dirait j'ai un protocole qui marche merveilleusement bien et qui donne un super résultat pour du barbu, du roussillon. En fait, si le protocole est un peu documenté, ça permet à d'autres d'essayer de reproduire, de voir et de comparer. Donc, il y a peut-être le fait de structurer un petit peu la phase d'essai. Pour ça, nous, on peut partager, Mathieu, tu peux partager la feuille d'analyse que j'ai donnée tout à l'heure, qui est un cadre éventuellement de travail sur du levain, etc., mais qui permet de manière simple de cadrer en fait un process de panification. Donc après, si on s'entend les uns les autres sur des méthodes pour avancer et qu'on a un espace de partage de ces documents-là, ben, effectivement, ça peut être tout à fait intéressant. Après, l'espace de partage, il peut être soit mis en place par Agribio s'il y a un outil, il peut être mis en place sur le réseau de l'école, sur lequel la plupart ont déjà un login et un mot de passe. Il peut y avoir des sujets sur les variétés anciennes et on peut en créer pour ceux qui en ont besoin. Donc ça, après, c'est plus technique et je pense que c'est là le rôle plus d'Agribio de revenir vers tout le monde en envoyant un mail et en envoyant un petit peu la suite, quoi. C'est quoi le prochain webinaire? C'est quoi l'étape d'après? Tout à fait. Donc, on va vous proposer une suite, hein, évidemment. On est ravis que, j'espère que ça vous a plu. On est ravis que vous soyez aussi nombreux à avoir participé. Et puis, on va vous proposer une suite assez rapidement via des webinaires, via aussi, pourquoi pas, via des rencontres en physique quand la situation le permettra. C'est toujours aussi très intéressant. Vous avez beaucoup de boulangers dans la région qui ont des choses à montrer, qui sont prêts à ouvrir leur fournil. Donc, on organisera un petit peu la suite et on vous tient au courant très prochainement. Voilà. Merci à tous. Et puis, Moi, pour le moulin, juste Stéphane. une petite chose que je voudrais rajouter, justement, puisque là, vous proposiez de mettre au profit de tout le monde là, les différentes méthodes de panification. Nous, sur les grains ou sur les farines qu'on peut analyser au moulin, en tout cas sur tout ce qui sera mélange ou variété ancienne identifiée par variété, on peut aussi te faire passer, Mathieu, les résultats de nos analyses. Bon, c'est un laboratoire interne, mais par contre, on peut te faire passer les résultats d'analyse des blés, des farines obtenues, à comparer quand même un petit peu avec méfiance, il y a des fois par rapport aux résultats d'analyse de blé plus modernes. C'est-à-dire qu'on peut avoir des résultats qui sont décevants en labo sur les variétés anciennes, et puis en fait des résultats de panification qui sont très beaux. Faut faire un petit peu attention à ça, mais en attendant, ça n'empêche pas qu'on te fasse passer les résultats des analyses qu'on engage. Comme ça permet un petit peu, c'est pareil, de documenter l'ensemble des travaux qui sont faits. Oui, mais c'est une très bonne proposition. Je pense qu'on peut faire avec cette filière vraiment du savoir partagé, de l'intelligence collective sur tous ces points-là. Donc, on va vous proposer quelque chose assez rapidement, justement, pour qu'on partage tout ça. Et puis, n'hésitez pas aussi à revenir vers Thomas, moi ou Stéphane par mail si vous avez des idées aussi qui vous passent par la tête. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je vais clôturer donc du coup la conversation. Merci d'avoir participé. Puis, du coup, à très vite, au moins par mail ou par visio. Bon, mais bonne fin d'après-midi à tous et puis bon courage à tous. On essaye d'avancer là-dessus. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Mathieu.